Tout de suite. Émission. Mesdames, Messieurs, encore une fois, je suis très heureuse de vous retrouver sur ces plateaux de Parole aux jeunes. Vous les savez, encore une fois, Parole aux jeunes, c'est cette plateforme qui regroupe différents jeunes de Kolwezi afin de débattre sur des thématiques liées à la jeunesse. L'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, Gloire Banza, est derrière les caméras. Darrell, il y avait derrière la baie vitrée, Watson Kitoa et à la programmation et Monsieur Kayo Kanoa à la supervision. Je ne serai pas seule sur ces plateaux, bien évidemment, comme tous les jeudis. Je serai accompagnée de nos chers jeunes, nos chers invités à qui je dis bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par la présentation. Je vais commencer par ma gauche. Bonjour fidèles téléspectateurs, je crois que vous me connaissez, on se connaît bien. Moi c'est Monsieur Abela, je suis journaliste dans cette même maison, journaliste de chronique agricole. Je suis encore étudiant en terminale à l'université de Kolwezi, faculté des sciences agronomiques. Voilà, et vous, monsieur? Merci, moi c'est Joe Conseng, je suis journaliste à Radio Télévision. Voilà, je sais pourquoi est-ce que je vous ai invité. Voilà, je vais aller à ma droite, à ma gauche, je devais dire. Oui, et vous? Merci beaucoup. Moi, c'est Josué Mabendo Kasongo. Je suis étudiant à la faculté des sciences agronomiques au département des phytotechniques, 2e grade. Merci beaucoup. Et vous? Merci de l'opportunité. Moi, c'est Gabriel Pierre Sangwa. Je suis manager de formation et de profession. Ok, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons parler sur un sujet assez important. Nous allons parler sur l'agriculture comme facteur des développements. Voilà, c'est ce sujet qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Nous allons déjà commencer par la définition de l'agriculture. Monsieur Abelard, selon vous, c'est quoi l'agriculture? Oui, si vous me demandez de définir l'agriculture, je risquerai de donner une définition qui n'est pas complète, parce que ce qui découle de l'agriculture relève, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'ensemble des activités agricoles. Donc, pour parler de l'agriculture, il faut rentrer l'ensemble des activités agricoles. Nous avons l'agriculture et l'élevage. Alors, mais s'il faut que nous puissions définir l'agriculture singulièrement, alors qu'il s'accompagne de l'autre partie, c'est-à-dire l'élevage, nous allons comme donner une définition incomplète. Voilà. Et vous, quelle est votre définition de l'agriculture? Oui, justement, je vais ajouter la définition de mon collègue. Je n'ai pas défini. Je vais juste ajouter. Merci. Voilà, l'agriculture en soi, au sens large et au sens strict. Au sens strict, c'est comme Abelard l'a dit, l'agriculture, ça englobe l'élevage ainsi que la culture de certaines plantes. Mais au sens strict, c'est que l'agriculture en soi, c'est quoi? C'est l'ensemble des activités développées par l'homme dans un milieu quelconque avec l'objectif de produire les plantes et les végétaux. D'accord. Ça, c'est nos agronomes qui nous ont défini l'agriculture. Nous allons déjà aller à une autre question. Monsieur Gabi, selon vous, est-ce que vous pensez que l'agriculture dans notre pays peut être un facteur de développement? Je me sens vraiment de partager la question. Déjà, la problématique de l'agriculture est comprise à tort et à raison par les uns et les autres. Il faudrait peut-être y aller avec un sens beaucoup plus pertinent pour comprendre si l'agriculture peut faire développer un pays. Oui, dans un sens et non dans un autre. Oui, dans un sens, c'est si et seulement si nous avons compris le contexte
le moyen, parce que l'agriculture c'est vraiment le moyen, et troisièmement, il faut vraiment qu'il y ait de capacités avancées par rapport à cela. Je parlais de la quantité industrielle qui devait vraiment être question pour que nous puissions faire l'agriculture. Tant que nous sommes en train de faire l'agriculture de maison, je ne crois pas que cela puisse accorder un quelconque développement. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que M. Gabi vient de dire, M. Joe? Merci de la parole. Je partage tout à fait son point de vue parce que quand on lui parle, vous allez m'excuser peut-être pour des termes très appropriés que je ne puisse pas avoir, fait que quand on lui parle de l'agriculture, la culture de maison, c'est tout à fait vraiment vrai parce que les gens ne pourront se suffire que, en fait, d'une agriculture qui ne peut répondre qu'aux besoins ménagers. Mais quand on veut développer tout un pays, cela demande l'implication du gouvernement et de la population dans son ensemble de moyens. Cela fait appel à beaucoup de choses pour qu'on arrive finalement à avoir une agriculture qui contribue au développement de tout un État. Et vous, M. Abelard, êtes-vous d'accord avec ce que vos co-débatteurs viennent de dire? Justement, je suis d'accord. Peut-être qu'il faut mettre les vrais termes. Gabi est en train, il a épinglé un terme qui est tout à fait vrai. On veut que dans l'agriculture, qu'on parle de l'agriculture familiale ou de type familial. C'est ce qui se fait en République démocratique du Congo, parce que vous avez parlé du pays. Il y a très peu d'industrie en agriculture. Nous pensons et nous croyons vraiment que l'agriculture ne peut pas seulement, il est le facteur du développement. Oui, l'agriculture est le facteur du développement. Seulement? Parce que, pourquoi? Permettez-moi de faire une étude, de vous démontrer une étude qui a été faite. Nous avons traversé les âges avant qu'on en arrive là, c'est-à-dire l'homme était d'abord nomade. Il est devenu sédentaire, parce que nous parlons du développement. Il nous faudra savoir retenir que le développement, c'est rien d'autre qu'un changement de mentalité, un changement de faire, un changement donc voilà, un changement, une mutation. Alors, l'homme était ce qu'on appelait nomade. Il allait son chemin, manger, boire, là où il pouvait rencontrer, là où les conditions lui étaient favorables. C'est comme ça que on pouvait être à Colusi aujourd'hui. Demain, on est à Moussumba, le lendemain, on est ailleurs. On était en train de suivre le gibier, à voir les plantes, les cueillir, etc. Mais l'homme a compris. Ça va, il a compris, il a commencé à domestiquer aussi bien les plantes que les animaux. D'abord, là, à ce niveau, donc la mentalité a changé. Il est devenu sédentaire. C'est un développement, vous voyez, pour peut-être dire que cela. Donc, l'agriculture, c'est déjà démontré. Peut-être que nos professeurs d'histoire n'ont pas épinglé cela, mais c'est déjà là le développement, le premier développement. Je reviens à vous, Monsieur Josué. Vous avez entendu ce que vos co-débatteurs viennent de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit? Tout à fait, je suis d'accord. L'agriculture, c'est vraiment un secteur de développement, mais à une seule condition. L'agriculture, pour que l'agriculture puisse contribuer au développement, ça doit être considéré comme un secteur prioritaire. Parce que ces derniers temps, nous avons constaté que l'agriculture est prioritaire dans les discours. Alors que l'agriculture doit être prioritaire sur terrain. Vraiment, l'agriculture, c'est un secteur qui contribue au développement. Voilà, messieurs, je reviens à vous, monsieur Gabi, mais je donne la parole d'abord à monsieur Joe. Vous pensez, quel rôle peut jouer justement l'agriculture dans les développements d'un pays? Et sans peut-être aller du côté comme de l'autre, je sais que jusqu'à preuve du contraire, au niveau du Congo, nous avons encore un sérieux problème. Et pour arriver à mettre dans la tête de Congolais, de bien de personnes, cette notion qu'ils arrivent à comprendre que l'agriculture est le facteur
facteur par excellence du développement d'un État. Je prends un exemple de pays comme les États-Unis. Le grand colon américain, les hommes les plus riches des États-Unis, ce ne sont pas des miniers. Ce ne sont pas non plus les vendeurs d'armes. Ce sont plutôt des agriculteurs. Parce que d'abord, ils en ont compris l'importance et voilà pourquoi ils se sont investis dans cela. Comme le co-débatteur, mon frère, venait de le dire, au Congo, ce ne sont pas les textes qui manquent. Ce ne sont pas le discours qui manque. Commençant par Laurent Désiré Kabila, passant par Joseph Kabila, jusqu'au Tshisekedi aujourd'hui, tout le monde dans ce discours n'a pas cessé d'en parler. Revenons au niveau de province, commençant par le Haut-Katanga jusqu'à la province du Lualaba, sans oublier le projet triennal du gouverneur Mouyej. En fait, tout le monde dans son discours n'a pas cessé d'en parler. Mais au-delà de dire, qu'est-ce qui est fait? Rien. Alors que les politiciens, les dirigeants sont des leaders d'opinion. Ce qu'eux font, les gens suivent. Joseph Kabila, dans ses actifs positifs, passez-moi le terme, en fait, il a eu quand même à donner un exemple qui malheureusement est dans son gouvernement et dans l'ensemble de toutes ces personnes qui lui tournent autour et ne cessent de chanter son nom à longueur de journée, personne n'a suivi le pas. Il a implanté une ferme à Lubumbashi, Kashamata, toujours au Katanga ici à Kundelungu. Il en a un autre à Kinshasa, là où il est, à Kingakati, et un autre à l'Est. Mais qui a suivi dans son gouvernement? Personne. Quelle est la politique que le gouvernement met en place pour parvenir à cela? Voilà, justement, nous allons en parler. Le gouverneur, notre gouverneur, a beaucoup parlé dans son mandat de l'agriculture. Pensez-vous que les choses ont vraiment changé? Est-ce que vous pensez que les choses se sont améliorées, M. Abélard? Bien, j'aimerais bien croire à ce que le gouverneur a dit. Le gouverneur, pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est un monsieur que je respecte bien. Il a donné un discours lors de la campagne électorale au poste du gouverneur, dans lequel, le discours auquel vous avez fait allusion, et dans lequel il a parlé de l'agriculture. Bon, une chose est de dire, une autre est de faire. Nous attendons que le gouverneur, nous attendons voir cela. Mais est-ce que les choses ont vraiment évolué? Puisque dans son discours passé, il en a aussi parlé. Est-ce que pendant ces 3 ans, les choses ont quand même évolué? Vous parlez de ce qui s'est passé, ou le mandat arrière, ou le mandat passé? Le mandat passé. Oui, le mandat passé, écoutez, il n'a pas été très impactant dans le cadre de l'agriculture. C'était des dons des engrais, des intrants agricoles. Moi, je suis prêt à prouver cela en tant que chroniqueur des émissions d'agriculture. J'ai été au contact des paysans. Ça va? Tous les jours, je suis au contact des paysans, et même je suis étudiant en faculté des sciences agronomiques. J'ai eu un cours qu'on appelle le cours de vulgarisation agricole. Un projet n'est fiable que lorsque les bénéficiaires participent à la conception. Vous voyez, on a remis je vais simplement dire, parce qu'il ne faudrait pas que j'aille loin. Enfin, question, il y a quoi mourir, parce qu'il faudrait qu'on parle aussi un peu pour que alors nous soyons bien compris. Alors, on ne remet pas, je ne sais pas, parce que on a remis des semences améliorées à des paysans qui n'ont reçu aucune formation. Ça va? Les semences améliorées ont beaucoup d'avantages. Les semences améliorées ont aussi beaucoup de faiblesses. Je vous parle comme étant technicien. Voilà, vous avez beaucoup à parler. Laissez-moi parachever mon idée. Parce qu'on a remis ça, et puis bon, on a semé ces maïs-là, et nous les avons vus, la plupart des semences distribuées, c'était des semences de maïs, les avons vus être attaquées par des insectes, et ainsi les gens ont perdu leur récolte, et certains ont passé même sur les voies des médias pour dire attention, résistante ou mamalade. C'est ce qu'on a fait. Mais moi, je
pense, peut-être que c'est une question à venir dans l'émission, je pense que le projet actuel qui a été présenté par le gouverneur, il sera fiable à mesure où le gouvernement fait un pas vers l'université, vers les scientifiques, vers nous qui étudions et qui sommes au jour le jour avec les agriculteurs, les paysans, pour donner les véritables secrets. Monsieur Abélard, je reviens à vous, mais je vais donner la parole à une autre personne, Monsieur Gabi. Monsieur Gabi, aujourd'hui, on peut dire que l'agriculture est délaissée par le politique? Bon, comme d'habitude, j'ai toujours refusé de traiter ce genre de questions publiques avec beaucoup de subjectivité. Dire que les politiques ont laissé l'agriculture, je ne sais pas comment je peux m'y prendre. Mais seulement, je voudrais dire quelque chose de très important. On nous a fait voir ici dans quelles conditions les États-Unis sont en train d'avancer avec l'agriculture. Écoutez, l'agriculture, c'est tout un concept qu'il faudrait faire apprendre au peuple congolais, qu'il puisse comprendre et qu'il puisse maintenant être à mesure de le faire. Mais du moment où déjà si le politique se permet de concevoir un programme dont les intéressés n'ont pas pris part à la conception, je ne vois pas comment ça va marcher. C'est parce que ça n'intéresse pas justement la population. Non, c'est que... Permettez, madame, je prends la parole, excusez-moi. Monsieur Gabi est en train de suivre l'idée que nous avons émise parce qu'il est technicien de terrain aussi. Nous disons ceci, un projet, surtout un projet agricole, n'est fiable que si et seulement si les bénéficiaires ont été consultés. Vous savez, vous demandez le vrai besoin. Il est là, monsieur, pour ne pas dévoiler ses racines. Il est là, il a été dans le Grand Katanga, dans le profond Lualaba. Il sait les habitudes alimentaires des gens du Lualaba profond qui ont reçu les semences des maïs alors que Monsieur Abélard, Monsieur Abélard, vous avez posé une question, laissez-nous traiter cette question. Alors que les habitudes alimentaires de ces gens-là sont tout à fait différentes au regard des intrants agricoles. Monsieur Abélard, je vais vous donner la parole, je vous arrache la parole. J'aimerais que Monsieur Gabi puisse continuer avec son idée. Oui, c'est dans ce sens que moi je voudrais dire qu'aujourd'hui, envisager que l'agriculture puisse être le moteur de développement de la République démocratique du Congo, c'est Sérine Faustin. Aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais je voudrais dire que l'agriculture peut aussi nous aider à développer notre économie. Puisqu'aujourd'hui, si nous pouvons déjà prendre les exemples de pays dont on a énuméré ici, il faut se baser sur deux principes que je voudrais partager ici. Le premier principe est le principe de l'opportunité et de défi. Nous, en ce moment, nous avons beaucoup plus de défis que des opportunités à faire l'agriculture aujourd'hui. Il y a aussi un autre principe qui parle de l'efficacité et de l'efficience quand on veut un développement. Mais nous n'allons pas nous lancer dans un projet où 80% de notre temps va passer à lever de défis plutôt qu'à prendre des opportunités. Prenons un pays comme la Zambie, aujourd'hui qui est asphyxié par l'agriculture. Et aujourd'hui, la Zambie commence à quitter l'agriculture pour le mythe. Pourquoi? Parce qu'ils ont levé le défi, mais ils trouvent qu'il faut aussi ajouter quelque chose d'autre pour avoir du cash. Voilà, Monsieur Josué, est-ce que vous n'êtes pas en train d'accuser le gouvernement? Est-ce que ce n'est pas parce que les gens ne s'intéressent pas à l'agriculture que le gouvernement s'est dit que ce n'est pas vraiment important pour l'instant? Non, c'est pas vrai. Vous savez, madame, un projet agricole ne se conçoit pas au bureau, c'est sur terrain. Vous concevez votre projet dans un bureau quelconque, bien climatisé, je ne sais pas moi, vous payez les engrais, vous amenez ça à Moussumba. Est-ce que c'est ça le vrai problème de Moussumba? Vous avez demandé à ces gens pourquoi est-ce qu'ils ne produisent pas. Vous savez, l'agriculture, c'est le terrain. Je donne l'exemple. C'est vrai que le gouverneur, les mandats passés là, il a financé quand même. Nous avons vu les intrants, donc les engrais et aussi la semence. Mais cela ne suffit pas. Parce que je veux vous faire voir que les engrais qu'on a distribués partout là, l'engrais est un facteur de pollution. Parce que vous avez donné à un agriculteur, il n'y a pas l'encadrement, il n'y a pas, je ne sais pas moi, parce que lorsque vous donnez les engrais, vous devez, il doit nécessairement avoir des suivis, pas des suivis,
pas d'encadrement, pas de renforcement. Vous pensez que parce que vous avez payé les engrais, la production sera bonne? Non. Parce que le même engrais, je m'excuse, le même engrais, c'est tout l'engrais azoté. Vous avez amené ça, vous avez donné, vous avez distribué. Vous n'avez pas dit à ces gens-là comment il faut utiliser ça. C'est ça pour lui. Monsieur Joe, justement, est-ce que, je vous pose la même question, est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, la responsabilité est vraiment partagée entre la population et le gouvernement, justement, parce qu'aujourd'hui, il y a que peu de gens qui s'intéressent vraiment à l'agriculture, tout le monde veut aller dans les secteurs miniers. Excusez-moi d'être un peu plus sceptique. D'abord, je voudrais m'adresser à mes co-débatteurs. Et je crois que ce n'est pas une émission de la spécialité agricole où, à un moment donné, Abelard veut nous étaler toute la science agricole. Permettez-nous. Alors, je disais permettez que je sois un peu sceptique. Un peu sceptique dans quel sens? Moi, je suis la population et je prends la défense de la population. Je crois que la population n'y est pour rien. La première des choses, même si on a évité de répondre à la question, celle de savoir est-ce que le politique a vraiment abandonné l'agriculture? Moi, j'ai dit oui, il a abandonné l'agriculture. Commençons par Kinshasa, passant par les provinces. Je reviens dans ce pays, je parle en tant que Congolais. Combien de fois avons-nous vu organiser des forums, de séminaires pour vulgariser les notions de l'agriculture ou comment est-ce que le pays peut? Pourquoi est-ce que je dis que le politique a abandonné l'agriculture? En fait, nous avons 70% des terres arables dans ce pays. Et puis, nous n'avons que 25% en fait, qui est loti dans ce pays. Chaque fois que vous entendez un projet être conçu par un président, par un ministre ou que sais-je, qui est-ce qui met l'accent à 70% sur les terres arables du Congo? Personne. Tout le monde parle de mines. Et aujourd'hui, on chante la RDC comme étant le poumon en fait, le poumon, je ne sais pas, le premier pays producteur du cobalt, mais on oublie aussi que la RDC, avec ses 75% de terres arables, peut aussi nourrir, si pas la moitié du continent, même l'Afrique tout entière. Alors, je voulais dire que la population n'y est pour rien. Pourquoi? Parce que moi, je suis un natif de Kolwezi. Il y a quelques années, ici, si seulement vous voyez le train marchandise qui quitte Dilolo, qui arrive à Kolwezi, on ne pouvait jamais payer un petit citron comme ça à 500 francs, comme c'est le cas aujourd'hui. On mangeait. Et aujourd'hui, si vous entendez les gens qui habitent du côté Muchacha, Dilolo et autres là, et même si on va du côté Olomami, ces gens-là vous disent quoi? Nous ne savons plus cultiver aujourd'hui parce qu'après avoir cultivé, nous ne savons pas comment acheminer nos produits vers les centres de consommation. C'est là que je dis la population n'y est pour rien. Elle avait la bonne volonté de cultiver en son temps, mais le politique et en fait, la politique de gouvernants les a découragés parce qu'il n'y a pas moyen d'acheminer les produits vers les centres de consommation. C'est pourquoi je parle en tant que population et je dis, je le redis, la population n'y est pour rien. Toute la responsabilité repose sur les politiques. Voilà, toute la responsabilité repose sur les politiques. C'est un peu trop fort, hein, je trouve. Mais monsieur... Madame, c'est que je dis, je les assume. Pourquoi? On a même eu des conférences minières ici. Au bout de toutes ces années qu'on a le gouvernement provincial du Loi là-bas, avez-vous entendu parler d'un forum agricole ou d'une conférence agricole? Même pas. Et monsieur Abelard, monsieur Joe vient de l'épingler tout à l'heure, nous avons beaucoup de terres arabes dans notre pays, mais nous importons presque tout dans notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'il n'y a pas des agronomes compétents? Il ne faudrait pas quand même mettre la faute sur les politiques. Est-ce que nous avons des agronomes compétents dans notre pays? Madame, les agronomes compétents, il y en a à revendre. En République démocratique du Congo, tournez l'Afrique, vous allez voir que ce sont les Congolais qui travaillent dans les fermes à l'extérieur du pays. Un professeur dont je tais les noms disait avant, les Rwandais, les Ougandais venaient étudier à l'université de Lubumbashi, ils venaient étudier à Kisangani, à Yangambi.
il venait voler la science chez nous ou acheter la science chez nous et l'amener ailleurs. Les agronomes, il y en a. Mais, madame, vous pensez que un agronome est là seulement pour l'agriculture ou pour faire les champs? Non, mais l'agronome, c'est un ingénieur d'abord. C'est un ingénieur, c'est un grand complexe. Et l'agriculture, c'est vrai, est un grand élément dans la formation de l'agronome. Et les agronomes, ils sont en train de partir ailleurs. Parce que, ici, qui l'encourage? Quelle est la motivation? Tournez les fermes. Posez la question, quel est le salaire d'un ingénieur agronome? Vous voyez, l'agronome, c'est un monsieur au Congo. On laisse sous le soleil. Papa, on n'y pas. Nous le montons ma chambre, on n'y pas. Tu fais d'abord tout ce que tu as à faire et puis après tu vas le voir. Ne traitez pas la question de l'agriculture comme une question légère. C'est une question importante. Madame, c'est le manger. Vous voyez? C'est le manger. Aucune personne aujourd'hui assise à l'hôpital, en prison, dans un bureau climatisé, ne va pas me dire qu'il n'a pas pratiqué l'agriculture aujourd'hui, avant de quitter sa propre maison. C'est-à-dire, il a mangé un pain. C'est de l'agriculture parce que c'est le blé. Il a bu le lait. C'est de l'agriculture parce que ce lait-là a été trait d'une vache. Il a pris le sucre, c'est du betterave ou du canne à sucre. Ce monsieur a bu de l'eau parce que ça a été traité. Vous voyez, l'agriculture, c'est un grand... À midi, là, il a mangé. Tous, nous avons besoin de l'agriculture. Mais dire que ce sont les compétences, non. Tous les jours, l'université de Lubumbashi, l'université de Kolwezi, les écoles techniques agricoles produisent des têtes, des cerveaux, mais qui les consulte, mais qui va les voir? Justement, j'aimerais rappeler à tous ceux que nous suivent, hein, vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes en train de parler sur l'agriculture comme facteur de développement dans cette émission Parole aux jeunes. Monsieur Josué, êtes-vous d'accord avec ce que Monsieur Abélard vient de dire? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas des agronomes compétents dans notre pays? C'est pour ça quand même les politiques ne veulent pas s'intéresser à ces secteurs-là. Madame, ce que les gens doivent comprendre, c'est quoi? Le secteur agricole ne dépend pas seulement des agronomes. Non. D'ailleurs, je vais vous dire que nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas de banque agricole. Nous sommes le seul pays au monde où le budget affecté à l'agriculture est moins de 8%. S'il vous plaît, c'est 1%. Je dis bien oui, moins. Donc 1%. Comment voulez-vous relever ou incriminer la faute aux agronomes? C'est pratiquement impossible. Voilà, monsieur Gabi, vous êtes entrepreneur. J'aimerais vous poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins des investisseurs dans le domaine de l'agriculture? Pourquoi? Oui, si vous m'avez bien suivi lors de ma prise de parole, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, le secteur agricole en République démocratique du Congo présente beaucoup plus de défis que des opportunités. Je connais qu'il y a certains de Zambiens qui sont même venus ici pour chercher un marché agricole. Mais le problème qui est là, c'est ce que les autres venaient de dire. Les agronomes, nous en avons, des très bons d'ailleurs. Mais ils ne peuvent pas évoluer seuls. Un agronome, c'est un technicien. Lui, il est sur le champ, il est en train de donner les mesures et il est en train de donner sa connaissance. Mais encore faudrait-il qu'il puisse avoir des moyens qui accompagnent. Vous voyez ça? Voilà pourquoi moi je voudrais peut-être aller plus loin pour dire qu'il y a peut-être des politiques qui sont incompétents que des agronomes. Puisque allant jusqu'à concevoir un plan ou un programme agricole sans concerner le technicien. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Soit on passe le temps, soit on est en train de faire une farce. Si nous voulons vraiment avoir un programme est constitué de 4 choses pour avoir travaillé dans le secteur de l'économie rurale et durable. Il faut un programme, il faut un moyen qui va accompagner le programme. Il faut un délai bien concis et bien étudié. Et au-delà de toutes ces choses, il faut des techniciens qui vont nous faire l'étude de sol.
Il suffit pas seulement que vous puissiez prendre, je sais pas moi, de l'engrais, qui se diffère d'ailleurs, sans en connaître les substances. Vous prenez les engrais qu'on pouvait utiliser à un endroit X, vous les amenez à un endroit Y pour une culture X. Vraiment, il y a le méli-mélo à faire dans cette histoire et je ne vois pas un investisseur sérieux qui puisse venir investir dans une histoire dont les autorités n'ont pas encore la maîtrise. Monsieur Dio, comment transformer l'agriculture en faveur de la croissance et la sécurité alimentaire de notre pays? Waouh, j'aurais bien voulu que ce soit Abelard qui réponde à cette question. J'aurais bien voulu que ce soit lui qui réponde, parce que pour y parvenir, en fait, et c'est comme je le dis, ça demande une implication totale du gouvernement. Mais malheureusement, je rejoins Gabi, ce qu'il venait de dire. Vous voyez, aujourd'hui, le secteur agricole est devenu un moyen d'enrichissement illicite de tous ceux qui sont au gouvernement, commençant par Kinshasa, passant par les provinces. Je vais prendre un exemple plus probant. Le projet Bukangalonzo. Bukangalonzo, au lieu que ce projet puisse bénéficier aux Congolais, le budget affecté à ce projet a aidé à construire une université privée à Kindu. Voyez un peu. Vous n'avez pas de précision sur ça, non? En fait, je dis que le budget, je répète, le montant qui a été affecté à ce projet, qui aujourd'hui, ce projet-là ressemble à un mort-né, incapable de nourrir ne fût-ce que la petite ville de Kinshasa. Mais des millions investis dans ce projet-là, où sont-ils partis? Justement, je voulais vous poser une question sur Bukangalonzo, parce que vous êtes journaliste, je vous ai invité justement pour qu'on puisse en parler. Qui est-ce qui est devenu Bukangalonzo aujourd'hui? Exactement, je l'ai dit en passant. Oui. Je vois Gabi en train de prier là-bas. Je vais bientôt vous laisser prendre la parole. En fait, c'est ce que je viens de dire. Bukangalonzo, aujourd'hui, c'est un projet mort-né. Mort-né comment? Il a commencé. On a fait beaucoup de bruit autour de ça. Mais dites-moi, est-ce que ici, à Kolwezi ou à Lubumbashi, a-t-on déjà payé un plateau d'œufs qui est venu de Bukangalonzo? Non. Mais si vous entendez les chiffres, malheureusement, c'est parce qu'on n'a pas tous été comptable, on n'a pas été à l'école des finances, où à un moment donné, si quelqu'un passe là-bas, il passe au micro, à la télé, il vous donne un rapport, il embrouille toute la population congolaise avec des chiffres, et personne n'a été capable de lever le doigt pour remettre en cause tout ce qui a été dit. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, le secteur agricole est devenu un moyen d'enrichissement illicite de politique. Monsieur Gabi, un petit mot pour le projet Bukangalonzo. J'ai toujours dit que Bukangalonzo est une farce. Une farce de très mauvais goût. Non, il faut qu'on arrête avec ces genres de pratiques. Vous pouvez comprendre que dans un pays comme le nôtre, où nous avons la pluie 7 mois sur 12, vous investissez 2 millions, faire venir 2 avions, je ne sais pas moi, d'où pour venir arroser un champ à Kindu. Mais on se moque de qui? Vous venez, nos chères mamans étaient en train de faire la culture maraîchère là-bas. On pouvait même laisser ces mamans-là commencer à faire leur petite culture. Elles pouvaient s'occuper avec ça et commencer à nourrir la population. Puisqu'aujourd'hui, Bukangalonzo, tout ce qui est produit là-bas est en train d'aller en Afrique du Sud. On prend 2 millions. On crée une histoire qui ne marche pas. Puisque avant de parler d'un projet, je me reprends encore sur ce point. Avant de parler d'un projet, il faut qu'il y ait un programme. Un délai. Et les moyens doivent être conséquents. Et au-delà de tout ça, il faut avoir une politique d'information. Vous devez nous informer que nous commençons un projet et le projet est étalé sur 10 ans par exemple. Dans un délai de 3 ans, nous aurons des produits qui seront élevés à un tel %. Et voilà ce que le peuple congolais aura gagné. Je voudrais m'abstenir de parler de ce dossier une bonne fois pour toutes. Et je vais donner la parole à tout le monde. Il faudrait que tout le monde en parle. Et vous, monsieur Josué, un petit mot? Oui, moi je vais juste te dire par rapport à la question. Vous avez dit qu'est-ce que nous devons faire pour passer à la sécurité alimentaire? Oui. Moi je pense qu'il y a l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, si à Kolwezi il y a l'insécurité, les gens mobilisent l'argent pour passer de l'insécurité à la sécurité. Pourquoi pas l'insécurité alimentaire? La sécurité alimentaire est composée de 3 vocabulaires. La disponibilité, la qualité et la quantité. Mais pour qu'on puisse arriver à la qualité, voyez, donc il faut toutefois financer les agriculteurs.
à la quantité, à la disponibilisation plutôt. Donc, nous devons nécessairement, ou le gouvernement est obligé de sponsoriser, d'accompagner la population. Il ne suffit pas seulement de faire la politique des dons, on vous donne les engrais. Non, on doit nécessairement accompagner la population avec des formations, les renforcements des capacités. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Ce n'est pas tard. C'est quand même ridicule. En tant que Congolais, nous dépendons de la Zambie. Hier, c'était la farine qu'on importait. Demain, c'est les piments. C'est ridicule. Parce que, je m'excuse, parce que la RDC en soi, la RDC est dotée de toutes les potentialités agricoles. 10 fois. Donc, c'est-à-dire, nous avons les potentialités 10 fois que la Zambie. Les potentialités hydriques, nous avons de l'eau. Nous avons le fleuve à 30 km ici. Mais nous tapons la poitrine quand nous consommons les riz qui viennent des pays qui sont presque désertiques. C'est honteux. C'est honteux. Et monsieur Abélard, selon vous, qu'est-ce que l'État doit faire pour promouvoir l'agriculture? Madame, l'État d'abord, j'aimerais que l'État, j'ai eu de la peine, qu'on protège les agriculteurs. J'ai passé pour aller quelque part, une maman m'arrête et dit papa agronome, papa paysan, c'est comme ça que la maman m'avait appelé. Je me suis arrêté. Elle me dit papa, on n'a pas le droit de te filmer, pas ma chambre et tout. Peut-être on a dit ma tomate pale. Vanisha kututo chapeau, wanaweka hapo mnini. Bashino wanabeba. Banatupatia $100. Ni bia kweli. Batamupatia ule muntu $100. Mais pas ile mashamba pale. Anaripi batoto wanaripi hapo masomo. Anaripa nyumba. Anendaka anakuriaka pa ile mashamba. Vous l'avez délogé. Mais est-ce que vous lui avez donné même $1000. Ça va? Vous lui avez donné même $1000. Même autant d'argent que vous avez donné, vous l'avez déséquilibré. Il faut, vous savez, pour commencer un champ, un champ, il faut le dessoucher. Ce n'est pas un travail facile. Il faut le labourer. Et un champ comme celui de cette maman-là, il avait déjà été amorcé. Ça veut dire que les travaux de dessouchage étaient déjà terminés. Elle avait l'habitude. Elle ne pouvait peut-être pas labourer, labourer. Elle pouvait seulement passer au herçage et mettre... Monsieur Abélard, une question avant, je vais vous donner la parole, vous allez continuer. Nous sommes quand même dans une province minière. Est-ce qu'on ne peut pas nous focaliser sur l'agriculture, puisque quand même les minerais nous apportent beaucoup d'argent, puisque même l'agriculture, est-ce que ce n'est pas aussi Madame, c'est que vous sentez parler, c'est que vous dites, vous sentez, nous pouvons, vous êtes en train de me dire, nous pouvons nous passer du manger. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Nous pouvons nous passer du manger parce que nous sommes dans une province minière. Parce que nous tous, le matin, nous prenons un bus, nous allons dans une mine et nous pouvons rentrer chez nous sans manger. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Madame, la priorité des priorités, l'économie de la République. J'ai appris dans mes quelques cours de comptabilité que pour que la monnaie d'un pays puisse être forte, il faut que la production interne soit beaucoup plus grande. Comme ça, nous aurons une monnaie qui va s'imposer. Je pense que ceux qui me suivent ne vont pas me contredire. Mais qu'est-ce que le Congolais est en train de produire? Madame, vous savez, ce que nous, Congolais, nous donnons à la Zambie, seulement les produits contenant de l'hydroquinone. Et je vais vous donner la parole. Mais vous avez posé une question. Oui, c'est sur les pistes de solutions. Je voudrais rebondir là. Nous n'avons rien contre toutes les personnes qui ont fait des projets, certes, mais nous faisons que notre analyse. Nous donnons que nos points de vue sur ce qui a été fait. Il y a un service de l'État qui existe. Nous l'avons connu à l'époque quand nous étions encore très jeunes, le SNV. Madame, pour que nous puissions relever l'agriculture dans notre pays, c'est le service national de vulgarisation. Vous voyez, ce service-là, passé, Analamika, non, voilà, il explique comment... Ce service n'existe pas. Et à cause du manque de ce service,
le poids retombe sur l'agronome, d'où la question, est-ce qu'il n'y a pas d'agronome compétent? Madame. Et voilà, je vais donner la parole à une autre personne, à M. Joe. Quentin, M. Joe, comment est-ce que le gouvernement peut faire pour promouvoir l'agriculture dans notre pays? Ok, merci beaucoup de la parole. Moi, je veux faire un peu des suggestions un peu plus concrètes. Je dis, aujourd'hui, nous avons un nouveau bureau de l'Assemblée nationale qui vient d'être élu. Et bientôt, nous aurons un nouveau gouvernement. Et nous avons aussi un nouveau président qui vient d'être élu. Si, par exemple, chaque membre du gouvernement, commençant par le président lui-même, si on peut en faire une loi dans ce pays-ci, et que chaque membre du gouvernement, commençant par le président, peut à lui seul avoir ne fût-ce qu'un champ de un minimum de 5 hectares. Et que je crois que si d'abord, regardez les nombres qui composent les membres du gouvernement national, le gouvernement central, les vice-ministres, les ministres, passant par les députés et puis au niveau de province. Si chacun de ces gens peut avoir ne fût-ce qu'un champ avec un minimum de 5 hectares, avec tous les moyens qu'ils ont, parce qu'aujourd'hui, regardez ce que nous voyons. Lorsque un ministre provincial est membre du gouvernement, n'importe quel que soit le siège où il est, s'il paye une maison, une parcelle, à un coin très reculé de la ville, ou quelque part où il n'y a pas une route, où il y a une route non praticable, nous voyons, on mobilise les engins, on asphalte la route, on peut même la niveler pour permettre à une seule personne sur 1 million de Congolais qu'il arrive à accéder à sa maison. Si dans cette même optique-là, chaque personne, membre du gouvernement, peut avoir un champ, obligatoirement, un champ, je crois que cette personne-là aura à engager des agronomes. Au-delà de ça, si l'accessibilité à son champ pose problème, la même politique qu'ils mettent en place pour accéder à leur maison, ils mettront la même politique en place pour permettre l'accession au champ. Si moi, la route arrive jusqu'à mon champ, Abelard aussi fera une demande pour que la route arrive à son champ. Madame Anita fera pareil et ainsi de suite. Au finish, même celui qui est dans le fin fond aura la possibilité, s'il cultive, peut acheminer ses produits jusqu'à un centre de consommation. À partir de là, et moi j'ai un champ de 2 hectares, l'autre un autre champ, ainsi de suite. Si seulement les membres du gouvernement commencent, la petite population, voulais-je dire, va emboîter le pas. Ainsi, nous passerons petit à petit de l'agriculture vivrière à l'agriculture industrielle, et ce qui va exactement contribuer au développement de notre État. Moi, je pense que c'est cela. Si seulement on peut en faire aussi une loi. Parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes discussions, c'est sur les carrés miniers. Jamais sur les carrés champêtres ou carrés agricoles, si ça se dit. Voilà, la même question à vous, M. Josué. Oui, moi je trouve que par rapport aux pistes de solutions, la première des choses, nous devons commencer par la vulgarisation. C'est vraiment un outil très important. C'est-à-dire la vulgarisation va consister à enseigner, faire voir aux exploitants agricoles pourquoi vous faites l'agriculture. Quels sont les impacts positifs de l'agriculture. Et si vous ne cultivez pas, quels sont les impacts négatifs. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les gouvernements aussi doivent réhabiliter les routes. Moi, j'ai déjà été à Kafakumba. Il y a les gens qui vous cultivent là-bas. 30 secondes. Il y a des gens qui vous cultivent. Kafakumba, Moussumba, partout ailleurs là. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et ça décourage même de cultiver. Et vous, M. Gabi, votre mot de la fin, et quelles sont les pistes et solutions que vous pouvez apporter? Je voudrais être beaucoup plus concret. La première idée que j'ai, c'est celle qu'on venait de nous donner. Que ce soit vraiment une obligation pour tous ceux-là, pour c'est eux qui ont l'argent, pour tous ces hommes politiques qui aient de champs. La deuxième des choses, nous avons besoin d'une banque agricole. Ailleurs, ça existe. On en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. La troisième de choses, ça je le dis à haute voix, qu'on ferme un peu le faculté de droit, de Sciences Po et toutes ces histoires-là, qu'on essaie un peu de mettre l'argent dans des facultés comme la faculté de sciences agricoles. Monsieur Abelard, votre mot de la fin? Oui, madame, merci beaucoup. Aujourd'hui, pour
tuer la faim, élaguer le problème de la faim à Kolwezi particulièrement. Une étude a été faite dans un club des paysans, c'est-à-dire dans lequel nous sommes directeurs. Ça fait 30 secondes. Oui. Faire les routes. Première recommandation. Ne faites plus les champs à Kolwezi, faites seulement les routes. Les voies de communication liant Kolwezi à Loen, liant Kolwezi à Kassaj. Ne faites plus, abandonnez les champs ici. Plus de politique des dons d'engrais. Ça n'a pas payé, nous sommes tous... ça n'a pas payé. Que l'on consulte les cabinets d'études agricoles qui existent, notamment le cabinet Le Paysan. Il existe. Merci. Vienne nous consulter, nous vous allons donner les moyens. Nous avons fait déjà des études. Ça pilule des documents, mais qui est là pour les... Merci beaucoup, monsieur Abélard. Merci à vous, vous tous, d'avoir accepté mon invitation, chers invités. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci vraiment de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission le samedi en rediffusion, mais aussi sur notre site, le www.wangu.info. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. On se salue. Voilà. Vous parlez de...